Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, chers adhérents, sympathisants et amis de la GEF, chers internautes. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Pour moi, ce rendez-vous qui est devenu incontournable, c'est les jeudis webinaires de la GEF. Tout d'abord, رمضان مبارك مسعود بالصحة والعافية عليكم وعلى العائلة ديالكم. إن شاء الله برفع هذا الوباء وهذا البلاء على العالم برمته. Je commence par me présenter. Donc, Esma El Cohen, je suis directrice capital humain à l'Office national des aéroports et vice-présidente de la GEF. Et c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que j'anime ce 6e webinaire organisé en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, notre partenaire officiel, que je remercie vivement. Ce webinaire est organisé aussi en partenariat avec le groupe OCP, Université Mohammed VI Polytechnique, et Africa Business School, que je remercie également. Mes remerciements vont à tous les membres du bureau national de la GEF pour tout ce qu'ils font, pour toutes les belles réalisations et pour tous les efforts consentis pour être à la hauteur de et de nos adhérents. Donc aussi mes vifs remerciements à l'équipe du back-office qui sont là pour organiser tout le volet technique de ce webinaire et gérer vos questions. Donc, n'hésitez pas à interagir et poser vos questions à travers l'option chat de YouTube qui est en bas de l'écran. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour traiter un sujet d'une grande importance, sujet réclamé par plusieurs d'entre vous, un sujet d'actualité qui vient après plusieurs semaines de confinement décidé le 20 mars dernier par les autorités de notre pays sur orientation et clairvoyance de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et qui place bien sûr la santé des citoyens au cœur de ses préoccupations. Donc, après ce confinement, Inch'Allah, la reprise de l'activité préoccupe plusieurs des entreprises marocaines et qui s'interrogent sur les dispositifs efficaces à mettre en place pour une reprise efficace et dans les règles de l'art. Donc, pour débattre ce sujet, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir un beau bouquet d'experts, 5 panélistes, et oui, 5 panélistes hors du commun, et non pas 4 comme ça a été affiché dans la com, 5 sommités inspirantes qui représentent aujourd'hui la crème du tissu économique marocain et aussi à l'international. Donc, et tout simplement, juste par ordre alphabétique, nous avons le plaisir de recevoir une femme d'exception associée au sein de l'un des meilleurs cabinets d'audit et de conseil à l'échelle internationale. Il s'agit du PricewaterhouseCoopers au Maroc. Lella Assia Ben Haïda, amie de la GEF, marhaba bik Lella, et merci d'avoir répondu présente à notre sollicitation. Bonjour chère Esma, bonjour la GEF et les membres de la GEF. Merci de votre invitation. Merci Lella Assia. Donc nous recevons parmi nous aussi notre cher ami et partenaire de la GEF, Sidi Mohamed Ben Aouda, directeur général du prestigieux groupe immobilier Palmer et Développement et président fondateur de la société Abba Capital. Marhaba bik Sidi Mohamed chez vous et merci pour tout ce que vous faites pour la GEF. On ne t'entend pas, hein? Active le son s'il vous plaît, Sidi Ben Aouda. Oui, bonjour Madame Cohen, vous allez bien? Merci en tout cas pour cette belle initiative de nous faire, je dirais, rencontrer tous et de partager des moments sympathiques autour de la problématique de la préparation de ce déconfinement. Ramadan encore Moubarak une fois et à tout de suite. Merci. Merci Sidi Mohamed. Également avec nous, le patron des ressources humaines au niveau de notre fleuron de l'industrie nationale, le leader qui va fêter dans quelques semaines un siècle de son existence, et oui, 100 ans déjà, sans aucune ride ni même ridule. Il s'agit de l'Office chérifien des phosphates. Marhaba bik Sidi Faris Derij, directeur ressources humaines et services chez OCP Group, et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Lalla Asma pour tes gentils mots, merci pour l'invitation et puis Ramadan Karim à toutes les personnes qui nous suivent. Donc, du même cabinet que Lalla Assia, avec nous, un autre associé de PwC, mais cette fois-ci en France, c'est M. Olivier Acide,
expert en sécurité, sûreté et intelligence économique. Bienvenue Olivier parmi nous et merci d'avoir répondu présent à notre sollicitation. Bonjour à tous et à toutes, c'est un honneur. Merci beaucoup Esma et j'espère qu'on va passer une très bonne séance sur ce sujet. Merci. Et enfin, notre cerise sur le gâteau, avec nous notre cher président de la GEF, Sidi Zakaria Al-Roubiaï, DRH de notre triomphateur national du secteur, bien sûr, du secteur minier, le groupe Managim. Marhaba bik Sidi Zakaria, chez toi. Merci Lalla Asma et ravi de retrouver nos amis de la GEF et nos adhérents pour ce webinaire de grande qualité. J'espère bien qu'on partagera nos expériences au profit de nos adhérents. Au plaisir. Merci. Merci Sidi Zakaria. Donc, avant de donner la parole à nos panélistes, je vous dévoile le déroulé de ce webinaire. Donc, dans un premier temps, une présentation très succincte liée aux effets socio-économiques du Covid-19, bien sûr, sur nos entreprises marocaines et comment elles se portent actuellement, suivi des préparatifs et des dispositifs à mettre en place pour la reprise une fois le déconfinement déclaré, Inch'Allah, avec des regards croisés des différents secteurs qui sont avec nous actuellement, tout en insistant bien sûr sur les points de vigilance à observer. Un retour sur l'expérience française, comment les entreprises en France se sont préparées en la matière, sera traité en troisième point. Et enfin, nous allons aborder les enseignements à capitaliser et que nos entreprises leaders ont tirés à travers cette dure épreuve. En dernier lieu, nos intervenants seront invités, Inch'Allah, à répondre aux questions de notre auditoire. Donc, sans plus tarder, SIA, et pour mettre en perspective le thème de ce webinaire, je te propose de nous faire un état des lieux rapide de la situation économique du monde de l'entreprise marocaine durant cette période. À toi, Assia. Merci Esma, bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour juste poser un premier cadre avant que nos amis présentent de manière plus détaillée les enjeux qui sont liés à la mise en place des plans de déconfinement au sein des entreprises marocaines. Aujourd'hui, nous sommes à presque 2 mois de confinement de nos entreprises. Les chiffres que nous connaissons à date, c'est que nous sommes de l'ordre de 132 000 entreprises qui ont déclaré qu'elles sont fortement impactées par la crise, soit à peu près 60% du secteur structuré marocain. Et nous avons également quelque chose de l'ordre de 900 000 salariés qui sont déclarés temporairement à l'arrêt de travail. Soit quand même, cela représente 25% des salariés déclarés à la CNSS, ce qui n'est pas moindre. Les impacts, comme vous le savez, les impacts de la crise Covid diffèrent selon les régions, selon les secteurs d'activité également, puisque tous les secteurs ne sont pas impactés de la même manière. Néanmoins, il y a aujourd'hui, et là je vais me référer à l'enquête qui a été réalisée, qui est en cours de finalisation par la CGEM auprès de quelque chose de l'ordre de 1800 entreprises, chefs d'entreprise qui y ont participé. On a des régions qui sont très fortement touchées, qui déclarent. Bien sûr, tout ça, ça se base sur le déclaratif des chefs d'entreprise qui ont été interrogés. Des régions comme Marrakech-Safi, qui est la première région à ressortir, qui déclare plus de 60% de baisse de chiffre d'affaires des entreprises participantes à cette enquête. Ensuite, suivi par Meknes, Ifrane, Souss-Messa, Fez-Taza, qui déclarent quelque chose de l'ordre de 53 à 55% de leur chiffre d'affaires qui a connu une baisse. Ça, ce sont vraiment les grandes régions. Et puis, bien sûr, nous avons des régions comme Casablanca aussi qui sont très fortement impactées avec des bassins économiques qui diffèrent selon le tissu industriel et selon aussi les secteurs d'activité. Maintenant, comme vous le savez également, certains secteurs se sont avérés complètement à l'arrêt depuis le début de la crise et l'arrêt a été subite d'un seul coup. Nous avons notamment le secteur du textile qui connaît une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 55% et une baisse de l'emploi de l'ordre de 70%, ce qui est quand même très très fort. Tout ça, ce ne sont pas des données, je tiens à préciser, des données macroéconomiques ou issues d'études macroéconomiques, mais issues d'une enquête.
qui a été faite auprès de 1800 entreprises. Le secteur du tourisme déclare également dans cette enquête une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 67 à 70% de leur chiffre d'affaires. Et nous avons également le troisième secteur qui semble être le plus fortement impacté, qui est celui de la promotion immobilière, qui est impacté avec une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de moins 65%, ce qui est, comme vous le voyez, absolument dramatique pour un certain nombre d'entreprises, sans compter que nous avons d'autres secteurs comme ceux du prestation de services, de l'intérim ou d'autres industries telles que celle de l'automobile ou aéronautique qui étaient très étroitement liées aux écosystèmes mondiaux et qui sont drastiquement touchés depuis ces 2 mois, depuis le début de la crise. Maintenant, ce que l'on constate, c'est que forcément les entreprises, au-delà du délai du 20 mai ou de la date de fin de confinement qui sera annoncée au niveau national, les entreprises commencent à réfléchir à une reprise progressive qui va différer dans le temps et dans les modalités et dans le rythme de reprise également selon les secteurs et selon les régions. L'ampleur et la profondeur de cette crise, nous ne la connaissons pas encore aujourd'hui. Nous avons des premières estimations, mais personne ne peut savoir quelle va être la durée, quel va être l'impact au final, tant sur les emplois que sur la capacité de nos entreprises à reprendre. Un certain nombre de mesures ont été mises en place par le CVE qui s'est montré très réactif, qui va continuer aussi à interagir avec le secteur privé sur d'autres mesures et notamment sur les mesures que nous attendrons à moyen terme, liées à un plan de relance économique ou un plan de redémarrage. Mais si l'on devait revenir aux propos de cette conférence d'aujourd'hui et notamment aux propos de nos entreprises marocaines, quels sont les enjeux qui sont étroitement liés et les impacts économiques et sociaux qui sont liés et qui nous amènent au sujet de la mise en place, de la nécessité de préparer les plans de déconfinement. Aujourd'hui, une chose est certaine, quel que soit le pays, quel que soit le secteur d'activité, nos entreprises doivent faire preuve de résilience, ont dû faire preuve de résilience, ont dû s'organiser en télétravail ou en chômage partiel, actionner des plans de continuité d'activité. Ça a fait l'objet des précédents webinaires et franchement, je tiens à féliciter la GEF du dynamisme dont vous avez fait preuve et des formidables sujets avec les formidables invités que vous avez eus jusqu'à présent. Aujourd'hui, le temps est clairement pour réfléchir et préparer la reprise, quels que soient les scénarios économiques dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, nous ne savons pas si nous serons dans un scénario de reprise de la conjoncture en V ou en L ou en U. Il ne s'agit pas de faire de la prospective, mais plutôt de poser quelques postulats dont nous avons besoin aujourd'hui. Le premier, c'est que les entreprises ont besoin, pour pouvoir se préparer à reprendre, de définir leur plan de sortie de crise. Et c'est un fait qui est valable aussi bien pour les grandes entreprises que pour les PME, avec les différents scénarios. Donc, nous savons qu'un certain nombre d'entreprises ont commencé à réfléchir au best case ou worst case, mais en tous les cas, c'est absolument nécessaire. C'est nécessaire aussi de commencer à repenser ou à réfléchir à l'organisation adéquate du travail des collaborateurs, quelle que soit la durée de la fin du confinement, ou la durée ou la date à laquelle se fera ce déconfinement, l'organisation des conditions de travail. Nous savons qu'il y aura un avant et un après crise. Faire face également à la crise de liquidité et démontrer de résilience. C'est un enjeu majeur auquel doivent faire preuve nos entreprises. Intégrer également le digital. Clairement, cette crise a démontré, en tous les cas, elle a accéléré la digitalisation à pas de force de nos entreprises, même celles qui n'étaient pas préparées au télétravail, même celles qui n'avaient pas l'habitude, ont dû accélérer. Le secteur public également, l'administration a dû accélérer sa digitalisation et on imagine et on suppose très fortement qu'on ne reviendra pas en arrière par rapport à cela. Maintenant, cela veut dire aussi que dans nos modes de travail ou dans nos modes de commercialisation, de nos prestations de services ou de vente ou de distribution également, la supply chain aussi est très, très fortement impactée. Donc, c'est un sujet également qui revient. Et forcément,
quand nous avons ces enjeux-là de réflexion stratégique pour la reprise de nos entreprises, le redémarrage des activités de production est absolument vital. Maintenant, il va se faire probablement de manière progressive et différentielle selon les secteurs d'activité. La problématique et la préoccupation de comment nous allons pouvoir remobiliser également nos équipes qui sont à distance ou qui vont probablement continuer à travailler à distance va être un sujet phare. En même temps, de pouvoir les remobiliser sur les plans de sortie de crise, mais aussi les remobiliser pour accompagner les plans de déconfinement qui vont être mis en place au sein de ces entreprises-là. Les sujets de communication et de connexion avec nos collaborateurs pour les relinker avec les préoccupations des entreprises. Et enfin, les sujets d'anticipation pour préparer les différentes mesures. Donc, le sujet dans lequel nous sommes aujourd'hui pour ce webinaire, ce 6e webinaire de l'AGEF, qui est celui du plan de déconfinement, est plus que jamais d'actualité et absolument vital. C'est un sujet qui est complexe. Je pense que les invités de l'AGEF vont en témoigner. Il est multidimensionnel, complexe de par l'environnement dans lequel nous sommes, qui est un environnement d'incertitude également, et il est complexe de par les composantes économiques et sociales que nous ne maîtrisons pas en totalité, mais dont nous sommes fortement impactés. Voilà si je pouvais poser le sujet de ce webinaire. Merci Sia, merci pour ton intervention, merci pour ce topo clair qui nous a planté le décor d'ailleurs pour s'introduire dans le vif du sujet. Donc, et au regard de ce que tu viens de nous dire, ma prochaine question vient tout naturellement s'adresser à M. Derij Faïs. Donc, vous êtes DRH de la plus grosse structure du pays, pilier de notre économie, toujours considérée innovante et avant-gardiste. Donc, M. Derij, je vous propose de nous présenter les plans d'action que l'OCP a prévus pour le déconfinement au niveau des différents sites et aussi au niveau du siège. À vous, Faris. Activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, pardon. Donc, je disais merci beaucoup, Lala Asma. Effectivement, OCP, comme de nombreuses entreprises, a mis en place assez tôt un plan de réponse à la crise Covid. Donc, grâce à ce plan de réponse, nous avons pu maintenir l'activité industrielle à 100%, avec 50% des effectifs seulement sur chantier et 50% en télétravail. Donc, nos différents sites sont restés, en tout cas industriels, sont restés en shift et nous avons instauré donc la flexibilité au travail. C'est l'autre nom qu'on donne aussi au télétravail chez OCP pour l'ensemble des fonctions de support, en tout cas les fonctions qui ne sont pas indispensables au fonctionnement industriel. Donc, si nous avons pu faire cela, il est important de dire que c'est grâce à l'engagement des collaborateurs, à la présence du management, mais également à la bonne collaboration avec les partenaires sociaux. Mais il est encore plus important de dire que on doit rester plus que jamais prudent, extrêmement vigilant pendant le confinement qui est toujours en cours, mais également, et à plus forte raison, dans les premiers mois qui vont suivre le déconfinement. Donc, ce qui va être très important, je pense, on va dire au moins les 3 premiers mois après le déconfinement, c'est de maintenir l'ensemble des mesures sanitaires et même de les renforcer qui ont été prises et développées par les entreprises et donc en particulier chez nous au niveau des différents sites. Je vais essayer de vous en donner quelques illustrations de ce qui nous semble important à maintenir pendant les premiers mois du déconfinement. Donc, il y a toutes les mesures de prévention individuelle, hein, l'autosurveillance et le signalement en cas d'apparition du moindre symptôme, que ce soit température ou autre, bien sûr le respect des gestes barrières, la dotation en équipement individuel et le port de ces équipements individuels, notamment le masque. Bien sûr, toutes les mesures qui ont été mises en place au niveau du transport collectif et individuel. Chez OCP, on a encouragé les gens à prendre leur véhicule personnel et quand ils étaient amenés à prendre les moyens de transport collectif, on a mis en place une distanciation sociale, on a diminué la capacité de transport des bus. On a instauré également des protocoles de désinfection avant et après chacun des trajets. Il y a aussi la mesure de température qui est obligatoire au niveau des bus. Il y a aussi toutes les mesures qui sont prises au niveau des contrôles d'accès sur l'ensemble de nos sites, donc avec toujours beaucoup de restrictions quant à la réception, l'accueil de visiteurs externes,
La prise de température, là encore, systématique par caméra thermique, le nettoyage régulier des infections et des véhicules qui accèdent et des moyens d'accès portiques. Et puis, je dirais encore plus important, au niveau de nos sites industriels, il va être très important pendant les premières semaines de déconfinement de maintenir le respect des marquages au sol, de toute la gestion de flux qui a été mise en place, la distanciation sociale, continuer à renforcer la désinfection, supprimer le papier, éviter le prêt d'objets, etc. Il sera aussi important de maintenir le fonctionnement par bloc. Avec le déclenchement de cette crise, on a décidé de découper nos différents sites en blocs étanches de petite taille avec de faibles densités. Donc, il va être important que pendant le déconfinement, qu'on maintienne ce mode qui permet, en cas, on aurait un problème, qu'il soit isolé, confiné et qu'il ne touche pas les autres organisations. Donc, pendant les premiers mois après le déconfinement, on va essayer de maintenir ce type d'organisation. Et puis, on va continuer à utiliser, à renforcer aussi l'usage des applications digitales. Nous avons développé une application que nous avons appelée BeSafe, qui permet de nous assurer que tous les collaborateurs répondent à des questions par rapport à leur état de santé, qu'ils suivent la prise de température, qu'ils tracent manuellement les contacts qu'ils ont eus. C'est une application aussi qui permet de dématérialiser un certain nombre de processus d'autorisation de travail, d'accès, etc. Donc, tous ces outils-là, ces dispositifs-là resteront importants pendant les premières semaines de déconfinement. Je dirais aussi que tous les protocoles de prise en charge des cas suspects, des cas avérés, des cas contacts resteront bien sûr en vigueur. Nous avons aménagé des salles d'isolement au niveau de nos postes de secours, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on maintienne. Et bien sûr, tous les dispositifs de communication, de sensibilisation, de formation du personnel devront rester en place. Maintenant, pour ce qui est du déconfinement en lui-même, il y a un certain nombre de guidelines, en tout cas sur lesquels on pense qu'il est important d'être d'accord avant d'aller dans le déconfinement. Bon, la première, c'est bien sûr de se conformer à toutes les mesures sanitaires adoptées donc au niveau national, mais également au niveau régional. Il nous paraît important que tout déconfinement soit fait d'une manière progressive et prudente, avec le principe que la chose la plus importante, c'est bien sûr de continuer à préserver la santé de nos collaborateurs, qui reste bien sûr notre priorité absolue. Donc, le déconfinement sera fait d'une manière prudente, en fonction donc de l'évolution de l'épidémie au niveau national et régional, mais également en fonction des différents aléas. Donc, ici l'idée, c'est d'apprendre en marchant, de gérer cette incertitude-là d'une manière progressive. Le deuxième élément qui va être important dans le déconfinement, c'est de maintenir et de continuer à développer le télétravail, de le professionnaliser davantage avec des guides, des chartes, des outils, et de continuer bien sûr à accélérer la transformation digitale, comme l'a souligné la SIA. Dernier élément, c'est que quand on procédera à la reprise progressive des collaborateurs, il faudra aussi le faire suivant des critères précis, notamment les capacités des espaces communs, les spécificités du travail du collaborateur en question et l'adéquation de son travail avec le télétravail, mais également la situation sanitaire et personnelle de chacun des collaborateurs. Je voudrais juste conclure en disant que dans les benchmarks et dans les différentes stratégies de déconfinement, généralement, on note qu'il y a 3 grandes phases après le confinement. La première phase, qui est une phase un peu d'adaptation, c'est une phase où, donc c'est la phase qui suit juste l'arrêt du confinement ou le début du déconfinement. Pendant cette phase d'adaptation, il est très important de maintenir tous les dispositifs qui sont en cours, y compris le fait de ne faire travailler que les personnes dont les activités sont absolument indispensables, et donc maintenir toutes les mesures barrières et les mesures de distanciation sociale. Il y a une deuxième phase qu'on pourrait appeler phase de récupération. C'est un peu une phase de début de la reprise progressive. Donc là, on considère que les mesures sanitaires vont être un petit peu améliorées.
Et l'idée, c'est de commencer à élargir un peu le scope des personnes qu'il y a à déconfiner. Et puis la troisième phase, c'est la phase de reprise ou de démarrage d'une croissance ou d'une croissance renouvelée. Donc là, l'idée, c'est de dire que pendant cette phase, la situation sanitaire est stabilisée, il y a quasiment plus de cas. Donc pendant cette phase, ce qui va être important, c'est qu'on capitalise tous sur toutes les bonnes pratiques qu'a révélé cette crise. D'abord, ancrer le respect de ces mesures sanitaires dans nos dispositifs de HSE, ancrer le télétravail, en tout cas l'utiliser autant que possible, ancrer les nouveaux dispositifs de digitalisation qui auront été développés. Voilà, donc c'est ça un petit peu les trois phases qu'on verrait pour cette question de déconfinement. Merci. Merci Faris. Merci. Donc la vigilance est le mot d'ordre pour toutes les actions à entreprendre et surtout visant la sécurité sanitaire de nos employés. Donc je me tourne vers notre fleuron et champion de notre économie, groupe Managim. Zakaria, pour ta part, vous êtes resté opérationnel à quasi 100%, tabarakallah, masha'Allah, que cela soit au niveau local ou continental. Donc, ma question est la suivante. Donc, comment assure-t-on, Sidi Zakaria, un plan de continuité dans différents pays et où la pandémie a évolué de manière très disparate? Merci, Zakaria. À toi. Merci, Lalla Asma. D'abord, premièrement, nous avons fait, à l'instar de plusieurs groupes et sociétés marocaines, ce qu'il fallait faire dès le début et on avait anticipé dès les premiers jours du mois de mars, exactement le 2 mars, on avait notre comité de crise constitué, un premier dispositif, une première version écrite, la réflexion sur le plan de continuité du business, sur la mise en place des plans de protection pour nos collaborateurs et on a fait comme tout le monde, on a fait un peu d'agilité et un peu de réalisme. L'agilité, c'est qu'on a appris en marchant comme tout le monde. Chaque jour, on apprenait des choses et on réagissait en conséquence. Et l'apprentissage ou le réalisme, c'est qu'on a mis en place tout un dispositif qui comprenait une cellule de crise multifonctionnelle, un dispositif de protection des collaborateurs, un dispositif de continuité business, un dispositif de communication avec l'intérieur, les actionnaires et le business, et une coordination multi-pays pour pouvoir profiter des expériences des uns et des autres dans cette anticipation de cette crise-là. Mais il y a eu toujours deux principes fondateurs qui ont dirigé notre réflexion. Et c'est deux priorités, au fait. La première priorité, et on l'a dénommée tout faire pour vous protéger d'abord en s'adressant à nos collaborateurs. Donc, c'était la priorité numéro 1. Donc, tout ce qu'on faisait devait d'abord s'assurer qu'on protégeait nos collaborateurs et c'était le premier leitmotiv. Et puis, en deuxième priorité, qui venait après la première, c'est de dire qu'il faut tout faire aussi pour protéger le business et sauvegarder la continuité de notre activité. Et donc, ces deux priorités, la première et la deuxième, régissaient toutes nos décisions qu'on prenait au quotidien, qu'on soumettait aux parties prenantes décidantes et qui, à chaque fois qu'on prenait une décision majeure, elles étaient là pour nous épauler. On a eu, au Maroc, on a plus d'une quinzaine de sites et en Afrique, quelques sites en Soudan, en Guinée, au Gabon et dans d'autres pays. On n'a eu aucun cas Covid-19, sauf dans un seul bassin qui est le bassin de Gmassa, qui est proche de Marrakech. Et nous avons cette particularité dans notre business d'avoir nos sites qui sont déjà très éloignés par rapport aux zones urbaines et même aux zones rurales et qui sont de facto déjà confinés par principe et par nature. Donc, aucun site, ni au Maroc ni en Afrique, n'a été touché par ça, mais le seul site ou le seul bassin qui a été touché, c'est celui où il y avait des collaborateurs qui devaient rentrer chaque soir, voir leur famille, bien sûr, parce qu'ils habitaient en ville, à Marrakech ou dans les environnements.
dans les environs et ils devaient retourner le lendemain travailler. Et donc, on a eu quelques cas de Covid-19 qu'on a gérés avec les autorités locales, que ce soit les autorités du ministère de l'Intérieur, le gouverneur, l'Iwali, les Qaïds, etc., ou que ce soit les autorités sanitaires qui nous ont beaucoup épaulés pour pouvoir dépasser cet état de fait et ces crises-là et la prise en charge. Donc, à chaque fois qu'on avait les quelques déclarations de Covid-19 qu'on a eues dans ce bassin de Gemassa à côté de Marrakech, on avait cette aide fantastique de ces autorités locales, les autorités sanitaires. Et nous avons aussi mis en place pour nos collaborateurs tout un dispositif. D'abord, 3 dispositifs, on va dire, essentiels. Le premier, c'est un dispositif de soutien médical avec l'aide des autorités sanitaires quand ils en avaient besoin. Le deuxième dispositif, c'est une cellule de soutien social à nos collaborateurs, à leurs familles. À chaque fois qu'un de nos collaborateurs était touché et qu'il devait être hospitalisé, nous avons mis en place une cellule d'aide sociale à leur famille pour faire les courses, pour faire les démarches administratives, pour faire de la communication, etc. Et un dispositif d'écoute psychologique qui a été récemment mis en place pour pouvoir venir en aide à tous les collaborateurs qui ont besoin, par des effets d'anxiété ou de stress ou de peur de ce virus-là, de pouvoir parler à des spécialistes. Donc, nous avons fait de la gestion de crise comme beaucoup d'autres organisations et d'entreprises l'ont fait. Peut-être la différence, mais elle ressemble à celle de l'OCP, c'est que nous sommes restés en activité avec, on va dire, 3 catégories de collaborateurs en activité. La première, c'est ceux qui étaient confinés au Maroc ou en Afrique dans des sites lointains et ceux-là n'ont pas pu faire ce qu'on appelle leur rotation et leur repos normal. Ils sont restés dans les sites où ils sont, ils ont continué à travailler pour ne pas se déplacer et prendre le risque. D'abord au Maroc parce qu'il y avait une restriction de déplacement entre villes et en Afrique parce qu'il y avait une restriction de vol aérien. La deuxième catégorie, c'est les personnes qui ont continué à travailler, bien sûr, de leur domicile, en télétravail ou travail à distance, ou qui étaient, bien sûr, en congé. Et là, on a fait comme toutes les entreprises, cibler les collaborateurs ayant des pathologies à risque pour pouvoir carrément les confiner et les mettre au repos ou en congé. Et les gens qui devaient être en mesure de travailler à distance ou en priorité business l'ont continué à travers le télétravail pour ce qui est des sites sièges et des fonctions de support au corporate. Et puis, la troisième population, je l'ai cité tout à l'heure, c'est tous nos collaborateurs qui, malheureusement, sont restés en Afrique essentiellement. Ils n'ont pas pu retourner au Maroc. Et donc, pour eux, ça fait plusieurs mois que ça dure. Donc, c'est très difficile sur le plan moral et physique même de pouvoir faire plusieurs mois de continuité d'activité. Et parce qu'il y a ces restrictions de frontières aériennes, ils sont toujours là. Ils attendent cette phase dont on va parler à l'instant, qui est la phase de déconfinement et la phase de permission de l'ouverture des frontières pour pouvoir organiser des charters ou des vols de compagnies aériennes normales pour pouvoir reprendre les rotations normales pour nos collaborateurs en Afrique. Donc, c'est une gestion, ma foi, de crise qui est tout à fait normale et que beaucoup d'entreprises ont fait, mais qui nous a permis de dégager 2 choses. La première, c'est on a bien définir nos priorités, d'abord la santé et la sécurité de nos collaborateurs et après le business. Donc, à chaque fois qu'on a eu un cas positif, on a dû fermer carrément le site. Donc, il y avait un site à Massa qui comprenait 600 à 700 personnes. Dès le premier cas, le 23 mars, le premier jour, on a fermé tout le site. On a mis en quarantaine tout le monde, on a passé des tests et quand on s'est assuré que le risque est dégagé et que toutes les mesures sont en place pour protéger les collaborateurs, on a repris. Et heureusement, depuis, il n'y a pas eu d'augmentation, on va dire, de cas Covid-19. Et il y a un autre site où c'est apparu, mais ça, c'est beaucoup plus à cause plutôt des contacts qu'il y a eu avec les populations à Marrakech. Comme vous le savez, Marrakech n'est pas une ville modèle en termes de confinement au Maroc. Et donc, ça nous a donné des learning lessons, comme on dit, des apprentissages pour préparer le confinement, le post-confinement.
Et donc, peut-être c'est ce que je vais partager avec vous dans la deuxième partie, en disant voilà comment on profite de cette agilité, de ces principes de précaution, de santé avant le business pour pouvoir préparer l'annonce du déconfinement officiel au Maroc pour notre business, même si, on va dire, à 80 ou 90%, notre activité est restée en mode dégradé, en continuité de business. Merci Sidi Zakaria, merci pour ce partage très précieux. Donc, je retiens 2 mots, agilité et réalisme, au niveau de tout le plan d'action que vous avez lancé pour une continuité de service dans les règles de l'art. Donc, Sidi Mohamed Ben Aouda, vous êtes directeur général du groupe Palmeraie Développement, mais ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'activité Start-up, Innovation et Entrepreneuriat que vous dirigez. Ma première question, Sidi Mohamed, donc pourriez-vous expliquer à notre auditoire en quelques minutes en quoi consistent ces activités? À toi, Sidi Mohamed. Merci Asma. Effectivement, tout le monde connaît qu'aujourd'hui je suis le directeur général du groupe Palmeraie Développement, mais en même temps, depuis 2 ans et demi, 3 ans, j'avais fondé une société d'investissement dans les business models du futur qui s'appelle Abba Capital et que il est positionné, si vous voulez bien, dans les métiers de ce que j'appelle moi le sustainable solution, parce que notre raison d'être dès le départ était de contribuer à créer un futur qui promet un cadre de vie durable. C'est-à-dire qu'on est parti dans un constat qu'il faut absolument travailler sur les business models de futur en travaillant sur des problématiques ou sur des solutions de durabilité. Aujourd'hui, Abba Capital dispose d'un portefeuille de 7 startups au total. Ces startups, ils sont structurés autour de trois practices ou trois lignées, 3 lignes de métier. Le premier, c'est l'industrie 4.0. Le deuxième, c'est les services en ligne. Et finalement, il y a un troisième, pôles d'activité qui sont les solutions de durabilité. Pour pouvoir illustrer davantage, je prends par exemple le cas de l'industrie 4.0. Nous avons acquis 50% du part du capital d'une société qui s'appelle Nextronic il y a à peu près 3-4 mois, qui est leader sur le marché marocain dans le robotique, dans l'impression 3D et les IoT. Parce que bon, les IoT, comme vous savez, les Internet des objets sont de plus en plus importants dans la nouvelle économie ou dans les postes de transformation digitale. Donc, on a trouvé que c'était opportun de prendre participation dans ces sociétés. Après, bon, par exemple, dans le portefeuille, dans la partie service en ligne, nous avons fondé avec FinexCap France une société qui s'appelle FinexCap Africa. Il sera dédié à tout ce qui est, par exemple, factoring en ligne. Et finalement, dans la troisième pôle d'activité qui est la partie Sustainable Living Solution, on a créé une JV qui s'appelle Invimo avec le groupe Palmeraie Développement qui est spécialisé dans la conception des futures maisons, etc. Donc, comme vous voyez, il y a trois pôles d'activité. L'industrie 4.0 avec toutes les problématiques de IoT, de robotique, etc. Le deuxième, c'est les services en ligne. Et finalement, la partie Living, la partie solution de durabilité. Voilà à peu près aujourd'hui comment s'est structuré Abba Capital à travers un portefeuille d'investissement qui sont des startups dans les technologies du futur. Et ce qui se passe, c'est qu'avec, je dirais, avec ce qui s'est passé avec le coronavirus, ce processus, je dirais, de transformation de Abba s'est accéléré davantage et nous avons dans le pipe autant d'autres sociétés que nous sommes en train de regarder pour se positionner davantage dans ces domaines, parce que je dirais l'avenir nous a donné raison. Ça a permis encore d'accélérer cette position. Je pense que ce soit Cédric ou Sifaris ou Zakaria tout à l'heure et Madame Asma, Madame Assier, pardon, vous avez parlé de l'importance de télétravail, de procédures de digitalisation, de transformation, etc. Donc tous ces sujets-là aujourd'hui sont au cœur des actualités et nous avons beaucoup de demandes, que ce soit au Maroc ou ailleurs, sur ces problématiques. Voilà. Ok, ben c'est bien clair. Ce qui m'amène donc, Si Mohamed, à vous interpeller sur la contribution de tous ces dispositifs dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Alors, à toi, Sidi Mohamed. Merci, Asma. Donc, par rapport à la partie coronavirus, je vais démarrer déjà par
il y a 2-3 mois à peu près, quand il y avait une vague de fusion qui avait démarré. Nous avons mis à disposition notre Fab Lab. On a un Fab Lab à Insbah qui est en fait équipé par des imprimantes 3D. Donc, on était parmi les premiers au Maroc à designer les visières de protection qu'on a mis d'ailleurs en open source et qu'on a distribué auprès des autres Fab Labs qui sont à Tanger, Agadir, Marrakech, etc. Et nous avons produit jusqu'à maintenant à peu près 10 000 visières qui ont été distribuées gratuitement au profit du corps médical, que ce soit dans les CHU ou les cliniques. Donc, il y avait une vraie action, une vraie mobilisation, je dirais, de la part de notre Fab Lab pour à la fois partager son expertise avec les autres Fab Labs, mais aussi d'opérationnaliser et de produire les visières. Donc ça, c'était la première contribution qui était concrète. Deuxième contribution dans le cadre de ce mouvement de solidarité qui est initié par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et que nous a démontré comme cas que le pays il est uni par ses forces, et uni par ses enfants. C'est deuxième sujet, c'était la réparation des machines de respiration, des réanimations. On les a pris en charge. Par exemple, pour le CHU de Ibn Rushd, à Casablanca, nous sommes à notre 40e machine de respiration qui ont été réparées bénévolement, gratuitement par nos équipes et que je tiens beaucoup à remercier d'ailleurs par rapport à leur mobilisation et leur soutien par rapport à cet instant-là. Donc il y avait un première, je dirais, contribution concrète en matière de solidarité, à la fois dans le cadre des visières et aussi dans le cadre de la réparation, si vous voulez bien, des machines de respiration et de réanimation. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, dans l'activité IoT, nous sommes en train de finaliser des solutions qui sont hautement technologiques pour la sécurité sanitaire. Pour pouvoir vous illustrer, nous sommes en train de tester dans des chantiers d'entreprise des casques qu'on voit, en fait, les casques de chantier. Nous avons défini des appareils qui permettent de se connecter sur le casque. Ça permet à la fois de mesurer la température de l'individu en temps réel à travers une plateforme Digital Twin qui remonte l'information. Donc ça, c'est la première des choses. Secondo, en matière de respect de règles de distanciation, les deux, je dirais, opérateurs qui disposent du casque, on arrive en fait à savoir est-ce que le 1,5 mètre ou 2 mètres, ils sont respectés. Et troisièmement, ça nous permet en fait de tracer je dirais l'ensemble des opérateurs ou des cadres ou supports, les gens qui portent ce casque-là, pour savoir est-ce que les règles de distanciation sont respectées, est-ce que la température ne dépasse pas les 37 degrés, et tout cela à travers une plateforme, je dirais, Digital Twin qui permet en fait de remonter l'information en temps réel et permet justement aux décideurs, aux responsables HSE, aux responsables de RH aussi, ou soit les managers de site, de s'assurer comme quoi que ce que disaient tout à l'heure Séveris et Zakaria, que les règles de distanciation sont bien respectées, que la température aussi il est bien évaluée. Donc du coup, ces dispositifs-là, si vous voulez bien, par exemple ce produit-là, il est unique aujourd'hui. D'ailleurs, on sera les premiers à le sortir au niveau mondial parce qu'aujourd'hui il n'y a pas encore de solution, je dirais, adaptées qui permettent de tracer le virus en temps réel et en même temps de s'assurer comme quoi que les règles de distanciation, de température, etc. soient respectées au niveau opérationnel. Voilà. Donc ça, c'est juste un cas concret que nous avons pu développer grâce à je dirais, au mélange entre les IoT, l'impression 3D et la partie robotique. Voilà, merci. Merci. Donc, merci Sid Mohamed. Un très bel exemple d'agilité et d'adaptation au contexte dont nous sommes vraiment et fortement, nous avons besoin de cette réadaptation avec de très belles actions citoyennes. Je me tourne vers Olivier. Depuis quelques jours, donc, nous suivons sur nos écrans le déconfinement de plusieurs pays, et particulièrement la plus récente, ou le plus récent plutôt, celui de la France. Olivier, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je souhaiterais que vous nous fassiez un premier retour sur l'expérience de déconfinement en France. Et si vous avez quelques benchmarks de secteurs ou d'entreprises françaises qui pourraient alimenter notre débat et enrichir, bien sûr, les feuilles de route des entreprises qui nous écoutent aujourd'hui. À vous, Olivier. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier et à dire que je suis sincèrement impressionné par ce qui est mis en place par l'ensemble des personnes qui sont intervenues, Zakaria, Faris et même Mohamed, qui lui est plus sur la partie start-up et technologique. Mais je l'ai déjà constaté puisque j'ai animé pour l'Agence française du développement des sessions de gestion de crise sur le Covid-19 en Afrique auprès des opérateurs électriques. Je vois une grande maturité et peut-être même une plus grande maturité qu'un certain nombre d'opérateurs en France et je tenais à le souligner. Le deuxième point par rapport à ta question, c'est de dire que en Afrique, vous êtes environ à 2300 personnes décédées, semble-t-il, du Covid. Je dis bien semble-t-il parce que les données de l'OMS aujourd'hui sont pas très sûres, évoluent et le calcul est difficilement compris par tous. Mais toujours est-il que l'Afrique est environ à 2300 décès, la France est aujourd'hui 10 fois plus, on est environ à 25 000. Donc le pays, la France, est particulièrement touché, on vit, j'ai envie de dire, une crise à 5 niveaux, une crise évidemment sanitaire, une crise économique qui risque d'être profonde, une crise sociale, une crise psychologique et une crise sécuritaire. Par sécuritaire, j'entends l'augmentation considérable du nombre de cyberattaques, de fraudes, d'escroqueries. On voit apparaître des formes de vandalisme et très certainement à terme des cas de violence liés à cette situation de crise sociale. Donc, je tenais à repréciser un peu ce cadre. Donc, la France est particulièrement touchée par cette crise. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, on a déconfiné depuis très peu de temps et de façon, je dois le reconnaître, assez cacophonique. Pourquoi cacophonique? Puisque finalement, comme on peut l'entendre de la part des opérateurs de votre pays, ils se sont mis en ordre de marche avec des mesures, avec une stratégie, avec des mesures et aussi des contrôles et une certaine agilité, je trouve. Et face à ça, on a eu en parallèle finalement un État qui s'est imposé aux entreprises. C'est-à-dire, je m'explique, il y a eu un protocole qui est sorti dimanche, il y a 10 jours, pour nous dire, en fait, voilà ce que vous devez mettre en place et voilà ce que vous ne devez pas mettre en place. Et finalement, les entreprises se sont trouvées face à des situations qu'elles n'avaient pas anticipées avec des scénarios finalement où elles n'étaient pas nécessairement très à l'aise. Je vais vous donner uniquement un exemple. Vous évoquez la question des caméras thermiques. Quand j'avais fait un sondage auprès d'un certain nombre d'opérateurs français de tout secteur pour savoir s'ils avaient acheté des caméras thermiques et s'ils avaient l'intention de l'utiliser pour leur siège social. 80% de ces opérateurs avaient indiqué effectivement disposer de ces caméras thermiques et vouloir les utiliser. Il s'est avéré que finalement, il y avait eu finalement beaucoup d'investissements et que ces opérateurs n'ont pas pu les utiliser ou les mettre à la disposition des collaborateurs qu'ils souhaitaient, puisque dans le protocole, il était interdit de faire un contrôle systématique des collaborateurs. Donc, vous voyez, finalement, d'un côté, il y a eu ces dispositions étatiques, de l'autre, les dispositions des entreprises, et parfois, ça s'est pas bien coordonné, ça n'a pas bien fonctionné. Ensuite, ce qu'on a pu aussi observer et qui a posé problème, c'est au sein des entreprises, une certaine confiance et peut-être, j'aurais envie de dire, une certaine arrogance dans certains cas. C'est-à-dire nous expliquer que finalement, tout était sous contrôle et finalement les mesures qui ont été prises en matière de prévention, de protection étaient les meilleures du monde. Il s'est avéré que c'était absolument pas le cas. Et ça s'est souvent pas fait dans le cadre d'une communication totalement transparente. Et il y a eu des problèmes, dans un certain nombre de cas, de dialogue avec l'ensemble des salariés, avec les syndicats. Et donc, il y a eu évidemment des cas et on est en train de voir apparaître une jurisprudence assez forte sur le sujet en raison de dysfonctionnement de dialogue entre les salariés, les syndicats et l'entreprise et les patrons. Donc, tout ça pour vous dire,
ce que je suis en train de vous présenter, effectivement, c'est finalement tout ça, c'est pas bien emmanché. Et la réalité, j'ai entendu, on va avoir une stratégie de tâtonnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si dans 2 semaines, on va pas reconfiner. On voit bien que dans le monde, il y a des pays qui font du confinement partiel. Je prends l'exemple du Liban, je prends l'exemple de l'Iran, même en Corée, ils ont ouvert certains sites et puis ils les ont refermés. On sent bien aujourd'hui que personne ne maîtrise ce virus et personne n'a compris l'ampleur du virus. Et même en Afrique, ce que je pouvais constater, et là en écoutant l'OMS encore hier, c'est que si les données sont plutôt rassurantes au niveau du nombre de morts actuels, peut-être qu'il y a une sous-évaluation, c'est-à-dire qu'ils constatent que, par exemple, par rapport au VIH, il y a une accélération du nombre de morts du VIH. Et ils ne savent pas si c'est cette augmentation et cette accélération du nombre de morts du VIH est liée au Covid-19. Donc, vous voyez, ça doit être assez déceptif auprès de vos auditeurs. Mais voilà, on est en tâtonnement, on ne sait pas, il y a une forte incertitude et effectivement, j'en discutais avant le début de l'émission, notamment avec Mohamed, il faut être extrêmement agile par rapport à cette situation parce que il faut se préparer à tous les scénarios. Tous les scénarios sont possibles. On peut avoir effectivement un virus qui disparaît progressivement et il y a des équipes de chercheurs qui sont en train de se demander si effectivement le virus ne s'affaiblit pas ou à l'inverse, finalement, un virus qui devient plus virulent, qui nécessite un reconfinement parce que par rapport à votre question et par rapport à la situation de la France, qu'est-ce que l'on observe? C'est qu'effectivement, on commence à déconfiner certains lieux, certains espaces, certaines entreprises, pas tous les lieux, mais voilà, il y a un désir de liberté, tout le monde sort, et ça se fait là aussi sans qu'on se rappelle bien qu'on est dans une situation de crise sanitaire qui nous est pas arrivée depuis 100 ans, en tout cas en Europe. Et donc, moi, ma plus grande crainte, c'est qu'on revienne à un confinement. Donc, finalement, effectivement, cette agilité est nécessaire. Et puis, il faut ce que je rappelle systématiquement aux entreprises, c'est bien définir effectivement une stratégie de départ avec une planification qu'on sera en mesure d'adapter, avec une évaluation des risques professionnels. Les entreprises ont fait un travail d'évaluation de leurs risques, mais qui date d'il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui n'est plus du tout adapté. Et donc, il faut absolument revoir les risques professionnels. Je prends cet exemple, par exemple, du sujet des incivilités, c'est-à-dire qu'on constate que dans le cadre du déconfinement, dans les espaces publics, dans les espaces privés recevant du public, on a de l'agressivité, quelques violences, enfin, à l'encontre des collaborateurs. Et ça, il faut le réintégrer dans les risques et se dire, finalement, en dynamique, quels vont être mes risques face au déconfinement. Et ce travail-là, en tout cas en France, n'a pas été ou peu réalisé. Et aujourd'hui, on a une cartographie des risques qui date d'il y a 5 ans. L'autre point aussi qui est important, c'est la question que j'ai entendue de la part de Paris, c'est la question de la formation. Ce qu'on observe beaucoup, c'est quel type de formation faut-il faire. Finalement, ce qu'on peut constater en France, c'est que des entreprises ont fait des guides qu'ils ont mis sur leur intranet en considérant que ça suffisait amplement. C'est pas ça. Et moi, très clairement, ce que je peux constater de la part d'entreprises, notamment dans le retail, c'est celles qui ont réellement formé leurs collaborateurs, qui leur ont appris la distanciation sociale et à servir le client de façon totalement sécure, et les autres. Et évidemment, c'est un enjeu sanitaire, mais vous verrez, ça sera aussi un enjeu économique. Celles qui auront bien formé et sensibilisé leurs collaborateurs seront celles qui donneront confiance évidemment à leurs collaborateurs et ils seront contents donc de travailler et leur productivité s'en dira, mais aussi par rapport au client. Le client qui se sent pas en sécurité parce que les salariés n'ont pas les bons gestes, parce qu'elles sont ils sont pas reçus dans des conditions safe. Les clients ne reviendront pas dans ces entreprises et iront dans d'autres entreprises. Donc, vous voyez, il y a aussi un enjeu extrême, à la fois évidemment sécuritaire et sanitaire, mais aussi économique fondamental dans ces mesures de déconfinement et de l'investissement que les entreprises prendront et leur capacité à être agile, à se mettre en adéquation avec le plan gouvernemental
Et il est important, j'utilise souvent ce cercle, le PDCA, que vous connaissez certainement, plan planification, déploiement, check et adaptation. Il faut partir sur quelle est ma stratégie, quelle est l'évaluation de mes risques, le déploiement au plus près avec par établissement, c'est quelles sont les mesures que je vais mettre en place à la fois de nettoyage, à la fois en matière de prévention, en matière de sécurité. Est-ce que j'ai un référent sécurité sur le site? Est-ce que, comme je vous l'ai dit, mes collaborateurs sont bien formés? Ensuite, un check, c'est-à-dire la nécessité de faire des audits réguliers, alors qu'ils soient internes, externes, ça n'a pas d'importance, mais qu'on s'assure que les mesures soient bien respectées établissement par établissement. Et puis, évidemment, l'adaptation, c'est-à-dire on fait un retour d'expérience à la fois sur la base des vérifications qu'on a pu faire, mais aussi, j'entendais un des intervenants, sur la base des benchmarks. Et il est indispensable de pouvoir se benchmarker à la fois dans son secteur, à l'étranger, voir ce qui un peu se regarde. Et d'ailleurs, j'attire votre attention de l'importance d'avoir une petite cellule d'anticipation et de veille. Le risque actuel est tellement volatile, tellement difficile à comprendre, et puis il génère aussi des surprises, parce que derrière la crise sanitaire, comme j'ai évoqué, on va avoir une crise économique, mais on ne sait pas quelle sera la dimension de la crise économique. On voit dans certains pays d'ailleurs en Afrique des crises sécuritaires, comme ça a pu par exemple être le cas en Guinée, une crise sociale. Il faut être aussi, donc dans cette période d'adaptation, avoir une cellule qui puisse dire voilà l'évolution de la situation, et par rapport à cette évolution, il faut qu'on modifie quelque peu à la fois notre gestion des flux, nos politiques de prévention, nos messages. Vous avez beaucoup insisté sur la question de la communication, et là aussi il faut avoir une communication assez souple, assez agile, à la fois en interne et en externe. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long, mais ça me semblait nécessaire. Merci Olivier, merci pour ton intervention. Donc, je rappelle quelques chiffres. Et donc, selon le ministère de la Santé, à la date d'aujourd'hui à 10 heures, donc au Maroc, on a 6 593 contaminations, contaminées, 3 222 guérisons et 189 décès. Donc, c'est juste pour revenir sur le chiffre qui est déclaré par Olivier. Donc, à la lumière de ce que vient de dire Olivier, je rappelle qu'Olivier, il est associé à PwC, bien sûr, en France. Je m'adresse une autre fois à M. Derige. L'OCP a mis en place le télétravail, donc pour une bonne partie de ses activités et pour une partie importante de son personnel. Donc, merci de nous donner des exemples de dispositifs mis en place pour accompagner ce mode de travail émergent au Maroc, qui est le travail à distance. À vous, Monsieur Derige. Il y a un problème de micro. Monsieur Derige, s'il vous plaît, activez votre micro. Oui, excusez-moi. Voilà, merci. Merci Asma. Oui, je disais effectivement, avec la crise du Covid, nombreux parmi nos collaborateurs se sont retrouvés rapidement et en assez grand nombre en télétravail, en plus confinés. Donc, l'enjeu a été bien sûr de les accompagner dans de meilleures conditions, d'accompagner ce nouveau mode de travail et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de sentiment d'isolement, de perte de lien, de manque d'information, de déconnexion totale avec l'organisation. Et effectivement, ce contexte-là soulève des enjeux managériaux, des enjeux RH. Il faut donc écouter en permanence les interrogations et les attentes des collaborateurs, essayer d'y répondre. Il faut communiquer, Olivier l'a dit, en permanence sur la situation du groupe, la situation de nos sites, mais également sur les mesures de prévention, les mesures de contingence qui sont mises en place. Il faut aussi essayer de maintenir en dehors du lien purement professionnel un lien social avec les collaborateurs. Et bien sûr, le dernier point, mais qui n'est pas des moindres, c'est de mettre en place tous les dispositifs d'accompagnement digitaux, RH, formation, etc. Donc, comme vous l'avez suggéré, Asma, je vais essayer de citer quelques exemples de dispositifs que nous avons mis en place. Donc, il y a, comme l'a souligné Zakaria, la mise en place d'une cellule d'écoute médicale, mais également une cellule d'écoute psychologique pour l'ensemble de nos collaborateurs. Il y a aussi les équipes RH qui se sont mobilisées pour essayer de maintenir le contact avec les collaborateurs
On a lancé notamment un programme que nous avons appelé les HR Business Partners à l'écoute. Il y a eu toute la formation digitale qui était déjà assez présente chez OCP, mais que nous avons renforcée donc au travers des MOOCs, des webinars. Donc il y en a en permanence que nous développons avec nos centres de compétences industrielles, mais également avec l'université Mohamed VI Polytechnique. Il y a aussi un certain nombre de cours à distance qui sont dispensés, notamment dans les langues, mais pas seulement. Et puis il y a aussi la mobilisation de collaborateurs formateurs chez nous, qu'on appelle des OCP Professors, qui se sont engagés pour développer des capsules digitales, des classes virtuelles interactives, etc. Donc ça, c'était un élément important, je pense, de l'accompagnement du télétravail. Bon, l'autre élément, comme je le disais, c'est l'accompagnement digital en lui-même. OCP a initié il y a déjà quelques années une transformation digitale avec la mise en place notamment d'une Digital Factory. Et donc, il y avait un certain nombre d'outils qui étaient déjà préparés et donc qui ont été mis à profit pendant cette crise. Donc, il y a tous les outils de collaboration, les outils de visio, de brainstorming en équipe, de partage documentaire, etc. Il y a aussi le réseau social d'entreprise qui s'est vu, qui a foisonné de publications de nos collaborateurs, des publications d'encouragement, de solidarité, de témoignages, etc. Donc, cette crise a apporté un coup d'accélération au réseau social d'entreprise. Il y a aussi les portails de services individuels. Donc, nous avons un portail qui s'appelle MyOCP qui permet de digitaliser l'ensemble des tâches administratives, RH, etc. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a été mis à profit. Et puis, bien sûr, les solutions d'automatisation de workflow, de signature électronique, et puis les ERP RH. D'autres dispositifs ont été mis en place aussi pour réduire la distanciation sociale et améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs qui sont en télétravail. Donc, il y a eu des webinars series sur le well-being et sur comment, on va dire, manager le work-life balance pendant cette période-là. Il y a aussi une initiative intéressante que nous avons appelée Social Link qui s'adresse aux familles des collaborateurs et qui met en ligne des contenus sportifs, culturels, artistiques, etc. Et puis d'autres initiatives de type Challenge Awards pour mettre en avant l'engagement de nos collaborateurs, les rewarder, les féliciter, qu'ils soient des collaborateurs d'ailleurs sur le chantier ou des collaborateurs en télétravail. Je vais peut-être terminer en disant que il est très vraisemblable que le télétravail aura un rôle beaucoup plus important à l'avenir au niveau de nombreuses organisations. Il permet en effet d'offrir un certain nombre d'avantages pour les collaborateurs, une forme de travail alternatif, le moyen d'allier efficacité, performance, concentration, mais également avec des considérations de temps à passer avec sa famille. Il permet aussi de la flexibilité, notamment géographique. Ça permet à des collaborateurs de pouvoir aussi se déplacer sans avoir de frein liés à la mobilité géographique. Et puis, ça permet bien entendu d'ancrer l'agilité et d'accélérer la transformation digitale. Voilà. Merci Sidi Fariz. Une autre question pour Zakaria. En tant que président de la GEF, donc, quel est ton regard sur le processus de déconfinement au regard de la structure du tissu économique marocain et quels seraient selon vous les points de vigilance qui doivent être portés pendant le déploiement de tout plan de reprise? Très brièvement, si Zakaria, parce qu'on est pressé par le temps, s'il vous plaît. Écoutez, Lasma, tout à l'heure, j'ai parlé d'agilité et de réalisme. Je vais inverser l'ordre, je vais parler de réalisme et d'agilité après. Le réalisme nous fait dire aujourd'hui, et c'est les experts qui nous l'apprennent, que demain, quelle que soit la date de déconfinement au Maroc, que ce soit le 20 mai, après l'Eid ou début juin, quelle que soit cette date-là, il y aura une réalité. La réalité est la suivante. Les statistiques disent que entre 60 et 70% de cas positifs en Covid-19 sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'ils ne montrent aucun signe de Covid-19. Donc, on ne peut pas le savoir à une seule condition, c'est de passer tout le monde au test. Et ça, c'est pas prévu, en tout cas dans beaucoup de pays. Donc, on va vivre avec une réalité. Et c'est ça ce que j'appelle le réalisme. La réalité, c'est qu'on aura parmi nous des collègues qui seront Covid-19, mais sans les signes.
Eh bien, cette réalité, plus celle de la date annoncée prochainement du déconfinement au Maroc, va nous imposer 3 choses importantes. La première, c'est que les mesures de protection et de signes barrières et des gestes barrières, pardon, doivent être les plus élevés possibles. Parce que parmi nous, parmi nos collègues, parmi nos membres de famille, etc., il y aura des gens qui seront Covid-19 sans signe. Et à moins de leur faire les tests tous, on ne le saura pas. Donc, il faut se protéger au maximum. Et donc, ça, c'est la première responsabilité de l'entreprise. C'est cette responsabilité de sauvegarder la sécurité de ses collaborateurs et de mettre en place tous les moyens, tous les outils et toutes les méthodes possibles et imaginables de distanciation, de masques, de gel, d'utilisation des ascenseurs, du transport du personnel, de la cantine, de tout ce que vous pouvez imaginer, pour protéger les collaborateurs, parce que c'est le seul moyen qu'on aura pour le faire. Deuxième chose, c'est qu'il prévalera un principe de progressivité. Même si l'annonce sera faite le 20 après l'Eid ou la première semaine de juin, eh bien, en moins les catégories qui étaient en télétravail chez eux ou en congé de confinement ne pourront pas toutes, ces catégories ne pourront pas toutes revenir au travail présentiel. Donc, la plupart des entreprises dans le monde, mais aussi au Maroc, ont prévu de laisser beaucoup de gens, en tout cas les premiers mois, en télétravail. Et donc, le télétravail va devenir un mode normal de travail dorénavant dans les prochains mois, et je pense d'une manière durable. En tout cas, dans les premières semaines et les premiers mois de l'annonce de déconfinement, il est tout à fait recommandable de ne pas laisser tout le monde reprendre un travail présentiel. En plus de ce qu'on a dit, des mesures de protection pour les collaborateurs. Donc, il y a des entreprises qui ont fixé la barre de 20%, de 30% de leurs effectifs, même dans les sièges et dans les fonctions support, à ne pas dépasser en termes de télétravail. Et donc, il va falloir continuer à laisser les gens travailler à distance et que ces modes qu'on a découverts malgré nous à travers la crise vont continuer à durer encore pendant plusieurs mois. Troisième réalité, c'est que nous avons des collaborateurs, en tout cas pour les sociétés qui sont présentes à l'international, notamment en Afrique, comme c'est le cas de la société à laquelle j'appartiens. Il y a des collègues à nous qui sont en activité et qui ne peuvent pas revenir pour le moment. Eh bien, dès l'annonce de l'ouverture des frontières aériennes, il va falloir réorganiser toute cette rotation d'une manière plus ou moins normale pour d'abord faire rentrer les gens qui depuis longtemps ne l'ont pas fait et d'envoyer les gens qui étaient là en rotation pour pouvoir assurer d'un côté le business, mais aussi penser aux gens qui ont besoin de rentrer au Maroc, de voir leur pays, leur famille, leurs enfants, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'ils ne l'ont pas fait. Et donc, cette gestion, que ce soit en Afrique ou au Maroc, même, je vous disais tout à l'heure que nous avons, par exemple, des sites qui sont totalement éloignés pour lesquels les gens n'ont pas pu revenir voir leur famille, eh bien, même pour les sites au Maroc qui sont éloignés, il va falloir réorganiser progressivement et en douceur cette reprise normale de rotation et de repos et de congés. Eh bien, tout ça, ça doit se faire en agilité. Et donc, deuxième principe, c'est qu'il se peut qu'on ait à prendre des décisions en yo-yo. Hein? Donc, un Covid-19, ça va se gérer aussi comme ça. Il se peut qu'on lance et qu'on déconfine et qu'on voit que les choses n'avancent pas dans le bon sens et qu'on reconfine, que ce soit à l'échelle d'un pays, d'une région, d'une ville ou d'une entreprise ou d'un site. Donc, il y aura à prendre ces décisions-là au quotidien pour dire est-ce qu'on avance dans le bon sens, on progresse dans le déconfinement d'une manière positive, ou il faut reculer et confiner ou bien arrêter certaines pratiques que nous aurions laissé reprendre après le déconfinement. Eh bien, avec l'agilité qui a été déjà démontrée par plusieurs entreprises et notamment par les DRH qui ont pris le leadership des comités de crise, avec la collaboration, et moi je tiens absolument à féliciter les directeurs d'opération, les managers, les partenaires sociaux et tous les collaborateurs qui ont participé avec des cellules de crise locales dans chaque site et qui nous facilitent cette tâche-là, d'avancer quand il faut avancer pour prendre des mesures plus progressistes et de reculer quand il faut reculer pour fermer un site ou déconfiner ou confiner une autre fois. Et ça va se faire à l'échelle de l'entreprise comme à l'échelle de pays très prochainement après l'annonce du déconfinement. Donc, mot d'ordre,
agilité et vigilance. Protégez d'abord les collaborateurs et puis réagissez s'il faut reculer ou il faut avancer. Nous le ferons à la lecture des statistiques et des analyses qui nous parviendront dans le futur. Merci, Sidi Zakaria, pour ces points de vigilance qui sont précieux et qui seront d'une grande utilité certainement pour nos entreprises pour une reprise efficace. Donc, les deux mots d'ordre, agilité et vigilance. Je reviens à Sidi Mohamed. Pourriez-vous nous éclairer très brièvement sur les modalités de reprise dans le secteur de l'immobilier et du bâtiment en général? À vous, Sidi Mohamed. Parfait, merci. Écoutez, à l'instar de toutes les entreprises, hein, le groupe Almorel Développement était parmi les premières entreprises à instaurer le télétravail. On l'avait fait, je me souviens, c'était très tôt, hein, c'était la deuxième semaine de mars. On avait vraiment privilégié, je dirais, la santé des collaborateurs et aussi de nos partenaires, que ce soit clients ou fournisseurs, en premier lieu. Je tiens beaucoup à remercier les actionnaires et les administrateurs. Je me souviens très bien avec l'apparition du Covid. Moi, à titre perso, j'avais une petite longueur d'avance parce que malheureusement, mon épouse et mes enfants sont en Espagne. Donc, du coup, j'ai suivi ce qui s'est passé de l'autre côté du rive de la Méditerranée. Et donc, j'avais un mois à peu près d'avance parce que je voyais vraiment la danger, la gravité en fait de ces virus-là. Donc aussitôt, on avait échangé en conseil d'administration et donc du coup on avait décidé d'arrêter déjà les chantiers, d'arrêter les bureaux de vente, de les fermer, de mettre les collaborateurs en sécurité et d'instaurer le télétravail. Donc ça c'était quelque chose, une mesure qui était très faite très tôt. Et bien entendu, le secteur de l'immobilier, comme l'a cité tout à l'heure Assia, c'est que c'est un secteur qui est vraiment très touché. On n'est pas à 65% de ce que vous avez dit, on est plutôt à 90 voire 95%. C'est-à-dire ça nous arrive des semaines, etc., avec aucune vente, zéro encaissement, etc. Et donc du coup là, il y a une certaine complexité, une certaine difficulté, je dirais même à gérer l'entreprise. Et donc du coup le mot d'ordre, c'est la résilience. Et la résilience se mesure bien entendu par le niveau de liquidité. Et donc du coup il a fallu, je dirais, structurer, il a fallu revoir, etc. Déjà sur le plan, je dirais, humain, le mois de mars et le mois d'avril, on a payé la totalité des collaborateurs. On a travaillé sur la sécurité des emplois malgré les conditions qui sont très difficiles. Mais on travaille sur des scénarios. Je pense à Ciel l'a bien cité tout à l'heure, un scénario de base, un scénario, je dirais, pessimiste, un worst case, un base case, et pour pouvoir à la fois, je dirais, revoir le modèle de charge de l'entreprise. Donc ça, c'est très important parce que l'entreprise doit garder sa pérennité dans le temps. Repenser aussi, je dirais, le business model de l'entreprise de telle façon à peut-être le reconvertir vers d'autres activités à fort impact potentiel. Un enseignement qui est très important, c'est que c'est un moment où il ne faut pas y aller seul, il faut aller en co-investissement, c'est-à-dire il faut aller vraiment en travaillant avec d'autres compagnies, avec d'autres partenaires pour pouvoir y arriver, s'entourer des meilleurs talents, essayer de les fidéliser et bien entendu, comme ce qui est cité par Faris et par Zakaria, mettre vraiment le collaborateur au cœur de dispositifs de relance parce que avant de parler ni de relance ni de reprise, s'il n'y a pas la sécurité de nos collaborateurs, malheureusement, on n'aura pas fait grand-chose. Donc, c'est la sécurité, je dirais, des collaborateurs, la sécurité des parties prenantes, à la fois clients et fournisseurs, qui est très importante. Parce que parce que déjà de manière l'activité va être de manière va reprendre de manière progressive. Donc le mot d'ordre c'est la progressivité, comme disait tout à l'heure Zakaria. Donc si c'est progressive, si les choses ou les chantiers vont reprendre de manière progressive, ça sert à rien de faire travailler tout le monde. On peut garder les gens en télétravail et donc je pense que ça va être quelque chose de durable. Et effectivement, nous aussi, on a aussi des collaborateurs en Afrique. On est présent au Rwanda, on est présent au Côte d'Ivoire, on est présent au Djibouti. Et donc, dès l'ouverture des frontières, ou plutôt dès l'ouverture des vols, on va faire de la rotation parce que les personnes doivent rentrer chez eux, doivent rencontrer leur famille et doivent se sentir bien dans leur pays. Donc, nous sommes tous, je pense, en phase avec 4-5 éléments clés: la sécurité des collaborateurs, la progressivité, le travail sur des scénarios,
un scénario pessimiste, un scénario de base, essayer de revoir le modèle des charges, de voir comment peut-on travailler l'excellence opérationnelle de telle façon à mieux gérer la liquidité, parce que c'est la liquidité est un signe d'acte de résilience, parce que vous l'avez bien cité au début de ce webinaire, il y aura malheureusement beaucoup de faillites d'entreprises, beaucoup de pertes d'emplois, etc. Donc, il faut qu'on soit très vigilant, il faut qu'on soit trop regardant. C'est notre responsabilité, je dirais, envers notre écosystème et notre collaborateurs et partenaires de s'engager, de se mobiliser pour trouver des solutions, je dirais, innovantes à la reprise. Donc, déjà, sur la partie reprise, sur la partie immobilière, nous travaillons déjà sur des concepts nouveaux d'habitat qui permettent à la fois d'avoir une certaine autonomie alimentaire, d'avoir une certaine protection au niveau de l'individu. Donc, je peux pas trop dévoiler pour l'instant. Nous sommes en plein préparatif pour revoir notre modèle économique de telle façon à qu'il puisse s'adapter malheureusement à une crise. Bon, certes, hier, l'OMS disait que nous sommes à peu près à 4,3 millions de personnes touchées, 300 000 morts, que peut-être nous ne sommes plus dans une logique pandémique, on est endémique, c'est-à-dire endémique, on doit apprendre à vivre avec le virus, Zakaria le disait tout à l'heure, sans qu'on ait un test généralisé, on ne peut pas savoir. Et donc, du coup, si on va vivre avec quelque chose, notre ennemi aujourd'hui, numéro un, notre bataille numéro une, c'est le virus. Donc, c'est pas l'économie, c'est le virus. Et ça, c'est un élément très important. Et lorsqu'on est en bataille, nous sommes en guerre, et donc il faut préparer un plan de guerre. Et un plan de guerre se prépare rapidement par une logique de logistique. Et il faut voir comment peut-on battre ce virus-là avant de battre l'économie. Parce qu'en battant le virus. Merci beaucoup. Merci. Le message est passé, Sidi Mohamed. Donc, le temps passe vite, malheureusement, pour un sujet aussi passionnant. Donc, merci, mesdames et messieurs les intervenants. Ils sont trop tardés. Je passe aux questions de notre auditoire. Première question. Donc, la première question est de Mohamed El-Abqari. Question à M. Derij. À votre avis, quels sont les risques liés au télétravail et quelles sont les dispositions pour les maîtriser? Allez-y, Monsieur Derij, à vous la parole. Alors, je vais essayer de ne pas oublier d'enlever mute cette fois-ci. Merci, Lalla Asma. Je vais essayer d'être rapide sur cette question des risques liés au télétravail. Il est en effet important de prendre du recul et d'évaluer un peu quels pourraient être les impacts ou quels sont les impacts sur les collaborateurs, leur santé morale et psychologique. Nous avons d'ailleurs lancé chez OCP une enquête sur le télétravail sur l'ensemble de nos filiales et de nos sites, si bien au niveau national qu'international. Alors, il en ressort en effet que le télétravail est apprécié par une majorité des collaborateurs, avec néanmoins un certain nombre de points de vigilance. Donc, il y a le risque de perte de repères avec les liens hiérarchiques, avec les collègues, avec l'entreprise d'une manière générale. Le deuxième risque qui ressort beaucoup, c'est la difficulté parfois à maintenir des frontières entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Comme nous passons toute la journée au niveau du domicile, la frontière devient ténue. Il y a bien sûr aussi souvent des risques de surmenage parce que certains collaborateurs qui, en voulant faire mieux, bien, et peut-être pallier au fait qu'il n'y a pas de présentiel, en font plus. Et donc, ils n'arrivent pas à se déconnecter. D'ailleurs, c'est dur de se déconnecter du travail si on n'y va pas. Donc, les idées qui me semblent importantes pour pallier à ces risques-là, c'est d'essayer de mettre en place des systèmes pour maintenir le lien avec l'environnement de travail en général, avec l'organisation, les collègues, le management, etc. Il faut aussi, pour les collaborateurs concernés par le télétravail, essayer d'instaurer des limites temporelles, horaires, des habitudes, des routines qui permettent de bien délimiter la partie personnelle de la partie professionnelle. Et puis, peut-être un troisième conseil, si je puis dire, c'est d'essayer de se concentrer sur les projets les plus importants et pas forcément sur les projets les plus immédiats, parce que le télétravail et le digital apportent une notion d'instantanéité qui fait qu'on se sent parfois obligé de tout faire tout de suite. Et peut-être qu'un des conseils, c'est de vraiment prioriser, de commencer par l'essentiel avant de passer à l'important. Voilà, merci.
Là, Asma, on vous entend pas. Oui, oui, voilà. Donc, merci Sidi Mohamed. Donc, on prend une deuxième question, s'il vous plaît, la régie. Donc, la deuxième question est de Fatem Zahra Fatin. Une question pour M. Agberi. Donc, merci pour ce partage fort intéressant. Est-ce que le niveau d'engagement, motivation des collaborateurs dans les sites non confinés est resté le même? À toi, Zakaria. Écoutez, c'est l'un des apprentissages, on va dire, très positifs quand nous avons constaté. D'abord, c'est ce degré d'engagement formidable de nos collaborateurs dès la mise en place des premières de la commission de crise à l'échelle du groupe et puis des comités de crise à l'échelle des sites. On a vu un engagement formidable des dirigeants de ces sites-là, des collaborateurs, des médecins qui ont travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des infirmiers, des partenaires sociaux qui donnaient du coup de main pour prendre les bonnes décisions. Il y avait un engouement et un engagement formidable. Et puis ça dure toujours. Maintenant, il y a bien entendu des gens, notamment ceux qui sont confinés et qui ne peuvent pas revenir voir leur famille, que ce soit au Maroc ou en Afrique. On le comprend bien que sur le plan moral, ça pèse quand on ne voit pas sa famille, même avec WhatsApp, même avec Zoom ou avec Teams. Eh bien, ce n'est pas la même chose que de prendre dans ses bras son fils ou son épouse ou son époux. Donc, il y a un engagement, il y a un vrai sens de solidarité à faire tout pour dépasser cette phase difficile, mais il y a aussi des signes d'anxiété, de stress liés aux personnes qui n'ont pas vu leur famille depuis plusieurs mois maintenant, que ce soit en Afrique ou au Maroc. Et donc ça, c'est une réalité et c'est ça qui sont les premières mesures auxquelles on va s'attaquer dès que les frontières seront ouvertes pour pouvoir permettre cette rotation normale et pouvoir faire rentrer des gens et envoyer d'autres pour qu'ils puissent les remplacer et assurer, réduire ce niveau de stress lié à l'éloignement par rapport à la famille. Il y a un deuxième stress qui est aussi normal et humain, et c'est pour ça qu'on a mis les cellules d'écoute et les cellules de support social, c'est le stress lié à la peur du virus lui-même. Même pour les gens qui étaient en confinement ou en télétravail chez eux, ils avaient plus peur des fois que les gens qui travaillaient, et certains nous le disaient. Ils me disaient, au moins dans les sites confinés très loin, on sait qu'ils ne sont pas touchés et ça ne va pas arriver chez eux. Par contre, dans les grandes villes, que ce soit surtout à Marrakech ou à Casablanca, eh bien, les gens avaient peur d'attraper le virus tout en restant chez eux parce qu'en sortant, en contactant les gens, ils pouvaient bien faire un geste de non-vigilance qui pouvait compromettre leur contamination. Donc oui, il y a un signe de solidarité, oui, il y a de l'engagement, mais il y a aussi du stress et de l'anxiété, notamment quand les choses ont duré assez longtemps et quand les gens sont éloignés de leur famille. Merci Zakaria. Apparemment, il y a beaucoup de questions qui tombent là. Donc, on passe à une autre question. Donc, une question de Leila Skli. Donc, c'est pour M. Derige. Comment imaginez-vous l'évolution de l'entreprise de manière générale après cette crise? Monsieur Derige. Merci Lalla Asma. Nous avons tous vu comment cette crise a changé très rapidement les paradigmes établis. Et donc la question, effectivement, c'est est-ce que les entreprises vont revenir un jour à leur état normal ou est-ce qu'il y aura plutôt un nouveau normal? Moi, je crois qu'il va être très important pour les entreprises de capitaliser sur les enseignements du Covid. D'ailleurs, c'est vrai pour l'environnement global que pour l'environnement interne. Sidi Mohamed tout à l'heure a souligné le rôle que pourrait avoir l'innovation, même dans un secteur comme l'immobilier, pour on va dire, relever les défis de demain et tirer les enseignements du Covid. Il en est de même aussi pour l'environnement interne de l'entreprise. Donc, il y a une grande capitalisation RH à avoir. Donc, sur la question de la mise à niveau des profils et des compétences, il y aura bien sûr une urgence à les mettre en adéquation avec les exigences imposées par la crise en termes de diversification. Nous avons vu que les entreprises résistent mal au Covid et donc la diversification va être importante. La digitalisation, bien sûr. Il y a, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, l'accélération de la transformation digitale, la montée du télétravail qui vont, on va dire, changer la donne dans l'entreprise de demain.
Il y a aussi un des enseignements importants sur lequel les entreprises devront capitaliser, c'est la rapidité de l'organisation dans la prise de décision. C'est quelque chose qui s'est avéré très importante dans le contexte de la crise actuelle. Il y a les dispositifs aussi de gestion de crise qui vont être importants. La capacité des organisations à être flexibles, agiles. Je pense que l'entreprise post-Covid sera une entreprise qui devra, plutôt que d'avoir des fiches de poste figées, etc., dans le temps, mais plutôt proposer aux collaborateurs des assignements qui soient dynamiques et adaptés aux situations. Il faut aussi avoir des mécanismes de réallocation dynamique des talents. En tout cas, je ne vais pas m'attarder, mais il en ressortira, Inch'Allah, plein d'opportunités sur lesquelles on essaiera de capitaliser. Merci, merci, Monsieur Derige. Donc, il me semble, avant de passer à la prochaine question, j'invite notre auditoire de ne pas hésiter à renseigner les questionnaires de satisfaction pour nous permettre de répondre au mieux à leurs aspirations. Donc, une autre question, peut-être une dernière. Donc, une question de M. El Amri Abdullah. Donc, pouvez-vous évaluer la capacité de recrutement des entreprises marocaines après cette crise sanitaire et comment stimuler les entreprises à recruter dans la phase post-crise? Une question peut-être pour les DRH, même aussi pour les patrons d'entreprise. Donc, il veut… Écoute, je peux prendre Asma, pardon. Vas-y, Zakaria. Après toi, il y a Si Mohamed qui veut répondre très brièvement, s'il vous plaît. Voilà, si Mohamed veut commencer, j'ai pas de problème. Vas-y, Sidi Mohamed. Tu veux passer? Moi, le seul message que je donne aux jeunes aujourd'hui, ou même les gens qui veulent… on parlait de recrutement, à un certain moment, il faut parler aussi de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, je ne pense pas que toutes les entreprises vont résoudre et vont absorber je dirais le marché de l'emploi en tant que tel, parce qu'il y a déjà un défi à stabiliser, à garder les emplois actuels. Et donc, du coup, j'encourage énormément les entreprises, pardon, les collaborateurs ou les jeunes, enfin les hommes ou les femmes de manière générale à entreprendre. Et c'est pour ça que je voulais juste insister sur ce mot-là. Donc, c'est entreprendre. Voilà, merci. Merci. L'autre réalité, Asma, c'est que cette crise-là, elle ne sera pas sans incidence sur le marché de l'emploi et les recrutements. Bon, on le sait, nous autres DRH, dans les entreprises qui sont toujours en activité, qui ont des projets de développement qui ne sont pas beaucoup très touchés, eh bien, elles continueront à recruter, même modérément, parce qu'elles sont dans le principe de précaution et de vigilance. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas pu, bien entendu, rester en activité. Pour la reprise, ça va demander des mois, voire des années. Je pense aux entreprises aériennes, je pense au tourisme, je pense à d'autres secteurs qui n'ont pas pu malheureusement rester en activité et que la reprise d'un niveau normal avant le Covid, ça va prendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour certaines entreprises. Et donc, ne soyons pas utopiques, il y aura un problème d'embauche, il y aura un problème d'opportunité de recrutement sur le marché marocain, même si ça sera inégal entre les entreprises, celles qui ont continué à travailler, qui ont des projets dans le pipeline, ils vont continuer à recruter même modérément, et d'autres qui vont pouvoir à peine gérer les conséquences d'une reprise graduelle et qui risque de durer plusieurs mois, voire quelques années. Merci, Sidi Zakaria. Peut-être on a encore 2 minutes. Donc, une question pour cette fois-ci donc, de M. Garaoui Mohamed. Question pour M. Assid. Quel conseil aux entreprises marocaines afin de réussir un bon déconfinement? Donc, les bonnes pratiques et actions à éviter. Merci à toi, donc, Olivier. Olivier, vous avez activé le micro, s'il vous plaît. Voilà. Olivier, voilà, merci. Pardon, donc il n'y a pas de recette miracle. Je pense que j'avais insisté, il faut faire une bonne évaluation des risques, ça me semble indispensable. Si vous ne l'avez pas fait, il est toujours temps de le faire. En revanche, je lisais aussi
un message de l'une des personnes, c'est pas le moment de faire le plan de continuité d'activité si vous en avez pas. Vous devez être agile, mais c'est trop tard pour le plan de continuité. Et puis, ce qui est important, c'est le dialogue social. Les gens sont inquiets. On parle beaucoup de télétravail, mais en fait, le problème du télétravail, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont décidé de maintenir le télétravail longtemps. Mais ça génère aussi pas mal d'inquiétudes de la part des gens qui sont en télétravail. Et nous, ce qu'on vit aussi, c'est du chômage partiel et technique. Et les gens qui sont en chômage partiel et technique sont extrêmement inquiets par rapport à ceux qui travaillent. Et il y a aussi, vous allez devoir aussi gérer ça, c'est-à-dire, je ne sais pas comment est organisé, s'il y a du chômage partiel ou technique, mais vous avez finalement au sein de l'entreprise ceux qui sont sur le lieu de travail et qui justement travaillent sur site et ceux qui sont en télétravail. Et psychologiquement, ça va créer aussi des choses compliquées à gérer. Et justement, je pense qu'il y a un gros travail pour les RH dans le dialogue social pour rassurer aussi les personnes qui vont rester en télétravail par rapport à d'autres qui seront sur site amenés à travailler. Donc, il y a pas de recette miracle, mais il y a un vrai travail de réassurance par rapport aux collaborateurs. Et puis, il faut se dire les choses. On va subir une crise économique et sociale majeure dans le monde. Et sur ce point-là, les DRH vont avoir un gros travail aussi à jouer. Ça va générer de fortes tensions. Donc, il faut aussi anticiper la surcrise qui va arriver dans les semaines ou les mois à venir. Je suis désolé de terminer sur un élément négatif, mais je crains malheureusement, d'ailleurs, comme l'a dit l'OMS, qu'on en est, et je suis désolé de le dire, qu'au début de la crise. Merci Olivier. Voilà, donc nous arrivons au terme de ce webinaire. Vous avez été passionnant, mais vraiment très passionnant pour un sujet aussi passionnant. Merci pour la clarté de vos réponses. Et avant de vous quitter, je laisse un mot pour la fin donc à nos intervenants. Un mot, une phrase, une idée. Quel enseignement à tirer de cette période que vous êtes en train de vivre? Je donne la parole donc à Assia. Honneur aux dames, Assia d'abord. Assia d'abord, exactement, c'est ça. Active active le micro, s'il vous plaît. Merci, chère Asma. C'était absolument passionnant et très intéressant. Pour moi, un mot, c'est celui de la résilience. C'est vraiment de travailler sur la résilience, sur l'anticipation, sur l'agilité. Il y aura un avant et un après de cette crise et on se doit de préparer nos organisations et nos structures et nos équipes à ça. Merci à tous. Merci Assia. Un deuxième intervenant, Zakaria. Écoute, s'il faut choisir 2 ou 3 mots clés, je répéterai ce qu'a dit Assia, la résilience en premier, parce que malheureusement, ça va durer. Et ça va peser sur nos capacités à gérer la crise dans la longueur, donc sur plusieurs mois, voire quelques années. La deuxième, c'est agilité, et donc pouvoir réagir en fonction des données qui vont se projeter et des analyses qu'on va faire au quotidien, hebdomadairement, chaque mois, chaque année. Et la troisième, c'est la croyance spirituelle dont on a besoin dans ces moments difficiles pour pouvoir réinventer un monde nouveau, que ce soit dans l'entreprise ou dans le pays ou dans le monde. Merci Zakaria. Faris, quel mot? Merci la Assia, puisque Zakaria a lancé le challenge des mots. Je vais accepter le challenge. Donc, je dirais en premier la prudence. Comme je disais tout à l'heure, on n'en est pas encore sorti, comme l'a rappelé aussi Olivier. On doit être plus que jamais prudent, vigilant par rapport à la suite. Le deuxième mot peut-être que j'utiliserai, c'est capitalisation. Comme je disais, il est très important qu'on capitalise sur les enseignements de la crise pour en sortir plus fort. Et puis, dernier mot aussi pour faire écho à ce que disait tout à l'heure Sidi Mohamed, c'est la créativité. Il faut aussi savoir se réinventer, innover, entreprendre pour rebondir encore plus fort de cette crise. Voilà, merci de m'avoir invité. Merci, Monsieur Derige. Donc, je m'adresse à Olivier. Allez-y. Oui, j'en choisirai 3. Le premier vous étonnera pas.
c'est la modestie. Beaucoup d'entreprises en France nous ont expliqué qu'elles savaient faire et finalement elles se trouvent confrontées à des situations juridiques et réputationnelles très compliquées. Le deuxième point, et qui, à mon avis, d'ailleurs complètement troisième, et qui est important pour tous les DRH, et c'est ce qui fera la différence pour garder les meilleurs et attirer aussi les meilleurs profils, c'est l'empathie et la bienveillance. Merci. Merci Olivier. Le mot de la fin de monsieur Benaouda. Ben écoutez, c'est un vrai challenge. Tous les mots, ils ont été pris par nos amis. Moi, je mettrai le premier élément, c'est mettre l'homme et l'environnement au cœur de notre stratégie. Et ça, c'est très important. Deuxième élément, c'est entreprendre. Et troisième élément, c'est favoriser la production locale. Donc, il faut absolument qu'on travaille beaucoup le made in local. Et ça, c'est donc environnement homme, entreprendre et la production locale. Voilà, merci. Merci à vous tous. C'était vraiment un beau challenge, un cocktail de mots que je vais récapituler par la suite. Je vais vous les envoyer. Donc, avant de clore ce webinaire, cher auditoire, donc c'est avec un grand plaisir que je vous annonce l'organisation par l'AGEF et Africa Business School d'un événement qui sera hors du commun. Vous allez le voir. C'est l'International HR Days, la journée mondiale des ressources humaines. Et oui, nous avons notre journée des ressources humaines, comme il le disait d'ailleurs tout à l'heure notre président, et ce, à l'instar de toutes les associations des ressources humaines et partout dans le monde. Donc, la journée HR Days, c'est le 20 mai, donc rendez-vous le 20 mai avec un événement qui sera, Inch'Allah, du top. Donc, pour ma part, j'espère que le format de ce webinaire a plu à notre auditoire, qui était nombreux à réagir. Merci pour votre fidélité et vous donne rendez-vous au prochain webinaire, Inch'Allah. Excellente soirée, bon ftor et vivement le déconfinement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.